construisez un data center, vous le louez, ça vous fait un retour sur équité. Et en fait, c'est essentiellement un assez bon business. Comme on a oublié de faire des fonds de pension en France, par exemple. Je vais essayer de transformer mon énergie corticale en intelligence par un bloc de questions. Moi, j'aimerais vous interroger sur les infrastructures. Vous avez évoqué la construction d'infrastructures, de cloud, etc. Il se trouve qu'au nord de ma circonscription, il y a un méga projet qui est en train de s'installer qui s'appelle Campus IA. Vous y êtes associé et j'aimerais avoir des détails sur l'architecture du système, comment ça va se mettre en place, etc. Il y a eu une concertation à laquelle j'ai participé en amont. Là, on est dans l'enquête publique. C'est en train de se mettre en branle. C'est un projet qui est énorme. C'est un campus, d'ailleurs, le terme me paraît assez inapproprié, mais en tout cas, c'est un vaisseau amiral du sommet de l'IA, ça a été présenté comme tel. C'est 35 milliards qui sont abondés par MGX, le fonds souverain d'Abu Dhabi, avec un partenariat NVIDIA, plutôt américain, et vous donc, qui êtes pris dans ce projet. Moi, j'aimerais avoir des éléments sur votre appréciation des impacts environnementaux de ce méga projet, qui sont non neutres sur le plan de l'empreinte. Ça va consommer des terres arables à hauteur de 100 hectares, ce qui n'est pas rien, ce sont plutôt des ressources à protéger. Par ailleurs, ça va consommer aussi beaucoup d'électrons, pour reprendre cette expression, c'est 1,4 à 1,6 gigawatts. Généralement, c'est l'exemple de Flamanville qui est pris pour mesurer l'intensité de cette énergie requise. Par ailleurs, bon, ça pose plein de questions. Je n'ai pas le temps d'aborder tous les impacts environnementaux, mais en tout cas, j'aimerais bien vous écouter là-dessus parce que les gens s'interrogent sur la mise en place de cette infrastructure. J'aimerais aussi que vous me disiez un petit peu comment vous envisagez la question de la souveraineté numérique, s'agissant de cette dépendance quand même construite avec un acteur moyen-oriental qui est là pour externaliser un business en France. Alors, il a été attiré, c'est toute une politique gouvernementale, on a bien compris, mais j'aimerais savoir comment vous vous positionnez dans cette architecture aussi économique et technique, ce que je disais juste avant sur l'infrastructure. J'aimerais avoir des éléments aussi sur les usages qui sont envisagés. J'ai bien compris que c'était des data centers modulaires qui vont au fur et à mesure être installés, etc., qui vont construire donc cette macro-infrastructure, mais en gros, ça va servir à quoi? Et quels sont les potentiels clients? Quels usages? Vous avez déjà évoqué un certain nombre de clients. Est-ce qu'ils seront partie prenante de ce projet? En tout cas, est-ce qu'ils sont intéressés? Quelles sont les clientèles que vous démarchez? Et en termes de mise en place, quel est le calendrier? Et je pense que c'est important que la représentation nationale et cette commission d'enquête aient des éléments, parce que là, c'est vraiment, encore une fois, le vaisseau amiral du sommet. C'est 35 milliards, voire beaucoup plus. Et c'est puissamment transformateur de la région. C'est en Seine-et-Marne. Il y avait des betteraves et des champs de blé juste avant. Enfin, là, il n'y en a plus. Clairement, c'est en train d'être fouillé par l'archéologie préventive. Donc, ça va être un gros projet. Donc, j'ai une première question sur Campus IA. Et d'ailleurs, le nom même, Campus, il était question d'avoir des partenariats avec Polytechnique ou je ne sais quelle structure de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que ça, c'est pas un peu de l'affichage pour vendre le projet? Moi, j'aimerais bien vous écouter là-dessus aussi, parce que de ce que j'ai compris, il y aura très peu de recherche sur place. Et donc voilà, un premier bloc de questions et j'en aurai d'autres après. Merci. Alors moi, je vais répondre. Je peux vous expliquer un peu notre rôle, nous, dans Campus IA, qui est très mineur. C'est-à-dire qu'on a toute petite participation. On a pris une participation parce que, en fait, dans la chaîne de valeur, nous, on est capable de construire les clusters. Donc, on achète les serveurs, on les branche. C'est-à-dire que vous avez... ça ressemble à des racks physiques qui vont être mis dans des bâtiments. Mais nous, on ne fait pas les bâtiments. On ne fait pas les bâtiments, on ne fait pas les transformateurs, on ne fait pas leur refroidissement. On va plutôt chercher des partenariats pour pouvoir le faire. Donc, à ce titre-là, on a besoin de fournisseurs, de développeurs en fait, de data centers. Donc, à ce titre-là, on a pris une position qui est très, très minoritaire dans ce projet-là. Et surtout, en fait, c'est un fournisseur. C'est-à-dire que ça va devenir un fournisseur pour nous sur une partie de la construction. Une autre partie va être utilisée pour fournir aux hyperscalers. Parce qu'en fait, vous partez d'une situation où vous avez 80% des services numériques européens qui sont en fait importés des hyperscalers. Et donc, naturellement... Le point de démarrage, si vous voulez, si vous commencez à construire de l'infrastructure et vous regardez la demande in fine, vous vous retrouvez avec 80% d'hyperscalers. Avec, je pense, l'objectif que doit avoir la France et que doit avoir l'Europe, c'est de faire en sorte que cette proportion diminue au cours du temps. Donc c'est pour ça que Campus IA aujourd'hui va nous servir en partie et va servir en partie certainement des hyperscalers. Donc voilà ce que je peux dire. Ensuite sur le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi. Sur un certain nombre d'aspects techniques...
Moi, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie du revenu qui est effectivement reversée à de la recherche publique. Ensuite, sur le sujet, alors je parlais du sujet du capital. Vous avez effectivement, alors ça c'est la vraie infrastructure, c'est-à-dire que vous pouvez vous construire un data center, vous le louez, ça vous fait un retour sur équité, et en fait c'est essentiellement un assez bon business. Si vous avez beaucoup de fonds, les déployer dans les data centers aujourd'hui, sachant que tout le monde veut des data centers, ça vous fait un retour sur equity qui est assez significatif, et donc il y a plein d'acteurs qui veulent le faire. Quand vous avez un site de cette taille-là, vous avez besoin d'acteurs qui ont des reins assez solides, c'est-à-dire qui peuvent déployer des dizaines de milliards d'euros. Et donc là-dessus, naturellement, parce que comme on a oublié de faire des fonds de pension en France, par exemple, on se tourne vers des financiers étrangers, mais parce que il n'y a pas de marché de capitaux. Les marchés de capitaux en Europe sont complètement dépourvus de fournisseurs de solutions pour ce type d'investissement. Donc en fait, on va en chercher ailleurs. Et je pense qu'il faut en bénéficier. C'est-à-dire que les investissements étrangers, si c'est sous un contrôle, si la gouvernance est bonne dans les investissements qui sont faits, et là je pense aujourd'hui sur ce sujet-là, il y a la BPI France, il me semble que vous avez pu l'interroger, joue un rôle et a un siège au board, etc. Ces investissements à l'étranger, ils sont bénéfiques, parce que ça nous permet d'accélérer. Alors évidemment, on perd un certain nombre des économiques, parce que vous avez, c'est autant de... quand vous avez des capitaux étrangers qui arrivent, en fait, ils récupèrent un retour. Donc on perd le retour. Mais d'un autre côté, on construit quelque chose, donc on peut en tirer quelque chose. Nous, on arrive, ce qu'on propose, c'est de gagner la marge qui est la marge opération des serveurs jusqu'au service numérique. Donc ça, c'est autant de marge qu'on peut réinvestir en R&D. Donc on vous propose pas, on n'est pas capable aujourd'hui de faire un modèle complètement intégré où on opère du terrain jusqu'au service numérique. Peut-être que ça sera le cas un jour. Mais voilà, il y a un partage de la valeur. Nous, on est capable de créer pas mal de valeur avec ça. On va pouvoir le réinvestir en R&D. Évidemment, il y a des investisseurs étrangers qui vont récupérer leur bille quelque part. Mais d'un autre côté, si on n'avait pas ces investisseurs étrangers, on ne pourrait pas construire. Donc il faut, il faut toujours réfléchir à la souveraineté comme un chemin. C'est-à-dire que vous partez d'un état de l'économie et des équilibres sur la chaîne de valeur, et vous vous dites cet état n'est pas satisfaisant, il faut changer cet état, ça va prendre du temps. Et comment on change cet état ? Il faut mettre les ressources au bon endroit, et puis ça va changer peu à peu, quoi. Sur les sujets environnementaux, alors évidemment tout ça coûte cher, et les externalités. Si vous pouvez remonter la chaîne de valeur jusqu'au semis, vous avez besoin de beaucoup d'intrants, vous avez besoin de terres rares, vous avez besoin de terrain, encore que je pense que ça c'est pas le sujet principal, parce que c'est quand même super dense. Donc en fait, si vous voulez un gigawatt, ça tient sur une centaine d'hectares. Donc on n'a pas vraiment de sujet de terrain, je veux dire, d'un point de vue. Alors bien sûr, si vous regardez au niveau de la ville. Si vous regardez au niveau de l'Europe, il n'y a pas de sujet. Donc, ce n'est pas le sujet principal, en tout cas. Ensuite, vous avez un sujet d'électrons. Ça, c'est un vrai sujet. L'intérêt de construire en France, pour nous en particulier, c'est que ces électrons, 70% c'est nucléaire. Donc, ça veut dire que l'empreinte carbone de l'électron, elle est largement réduite. Et donc, construire en France, c'est fondamentalement mieux que de construire ailleurs, parce que ces tokens, les gens en ont besoin. Donc, si vous avez quelqu'un qui construit 1 gigawatt de capacité en France, il ne va pas construire 1 gigawatt de capacité au Texas. Et finalement, l'atmosphère va un petit peu moins se réchauffer. Donc, je pense qu'il faut y réfléchir de ce point de vue-là. Ensuite, vous avez d'autres intrants. Vous avez l'eau en particulier. Là, il y a eu beaucoup de progrès technologiques pour éviter d'être en chaleur fatale et faire en sorte que l'eau, le refroidissement soit plus efficace, et que, en fait, la majorité des électrons soient plutôt utilisés dans le calcul plutôt qu'utilisés dans tout ce qui est autour. Et puis ensuite, vous avez des sujets de biodiversité, évidemment, qui me semblent, pour avoir pu observer les boards, il me semble que tout a été fait et mis en œuvre pour préserver ces aspects-là. Donc pour nous, c'est important. Alors, évidemment, les choses ne sont pas... C'est sûr que ça serait... C'est-à-dire, d'un point de vue écologique, ça serait mieux qu'il y ait une forêt. Mais de fait, d'un point de vue économique, ça a quand même un rôle. Donc il faut, ça a un effet écologique. Il faut penser l'intelligence artificielle dans l'écologie. Si vous voulez, encore une fois, on transforme de l'énergie en électrons. C'est une sorte de ressource naturelle, des électrons en token. Considérez le token comme une source de ressources naturelles. Ressources naturelles, il faut faire une sorte de mine, mais la mine, c'est le data center. Et je pense qu'il faut en faire, parce que si on n'en fait pas, on a des sujets supplémentaires. Et je pense qu'il faut en faire. Le plus on en fait, nous, le plus on a notre voix au chapitre sur la manière dont on réfléchit aux externalités. C'est-à-dire que si on n'en fait pas nous, on va juste
importer ce qu'on nous propose à l'extérieur. Et je peux vous dire qu'à l'extérieur, ils réfléchissent à la biodiversité et au réchauffement climatique assez différemment de la manière dont nous, on y réfléchit. Donc si on veut avoir une voix au chapitre, de toute façon, il faut être capable d'internaliser la production. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc il y a évidemment des compromis à faire. De la même manière qu'on a accepté de construire des mines au lithium en France, quitte à faire une mine, il faut accepter de faire des data centers. Mais ce qui serait dommage, c'est de faire des data centers dont l'essentiel de la valeur économique échappe complètement à la France. C'est ça le sujet. Donc, quitte à prendre ces externalités-là, faisons en sorte que ça puisse être recyclé en R&D et en aspect bénéfique pour la France. Oui, alors il faut juste que M. Arthur Mensch coupe son micro parce que je ne peux pas le faire de mon poste. Peut-être pour compléter juste ce propos-là, on a aussi été la première entreprise d'intelligence artificielle à faire l'analyse du cycle de vie de nos modèles. On l'a fait l'année dernière avec l'ADEME et Carbon Cap. On s'apprête à le refaire sur nos nouveaux modèles. Et l'idée est aussi de pouvoir apporter davantage de transparence et une méthodologie qui pousse les autres entreprises à faire de même, ou en tout cas permettre aux clients et aussi au pouvoir public qui après font des choix dans l'allocation des projets, de pouvoir se baser sur quelque chose de concret et de fiable. Et donc, par ces initiatives-là, d'initier et d'encourager à de la standardisation sur le sujet. Je voudrais juste, nous aujourd'hui, notre nouvelle génération de modèles, on l'entraîne en France et je pense qu'on a le plus gros cluster en France de calcul, donc c'est une fierté pour nous parce que ça, effectivement, d'un point de vue empreinte carbone en particulier, c'est largement réduit par rapport à ce qu'on pouvait faire avant quand on n'était pas en France. Donc voilà ce que je peux dire. Enfin, sur le sujet calcul des empreintes carbone, etc., au contraire de certains de nos concurrents, on pense qu'il faut avoir une approche qui est en cycle de vie et pas une approche avec des compensations, parce qu'évidemment c'est un peu trop facile quand vous avez des bilans très importants de faire de la compensation, alors qu'en fait il faut réfléchir de manière intégrée à tout ce qui rentre à l'intérieur des projets et avoir une transparence par projet en fait, plutôt qu'avoir une transparence globale et des équilibres via des quotas, quoi. Oui, deux questions brèves. Une première sur l'entraînement des modèles. J'aimerais avoir des éléments sur l'origine des annotateurs, comment ils entraînent les modèles, combien ils sont payés, via quelles entreprises. Il y a eu quelques enquêtes journalistiques récemment sur ces questions-là. Moi, j'aimerais avoir des éléments sur cette économie des travailleurs du clic. Premier élément. Le deuxième, vous avez évoqué, la formule était intéressante, des codes qui actionnent une certaine politique. Et je sais qu'il y a eu des controverses autour de X, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur de quelle politique vous procédez pour générer votre business, quels sont les verrous éthiques qui cadrent votre activité et qu'est-ce que j'avais encore ? Oui, alors s'agissant de la bulle, moi je me posais la question de la soutenabilité aussi financière de votre entreprise. Dans quelle mesure, moi, je pense qu'il y a une bulle. Après, on pourrait, et encore aujourd'hui, il y a toute une réflexion là-dessus en économie politique du numérique. Dans quelle mesure vous protégez d'une éventuelle implosion ? Parce que là, on a des effets d'entraînement massifs avec des entreprises qui surcapitalisent avec des valorisations financières qui sont indécentes. Dans quelle mesure vous prémunissez contre un possible effondrement de cette économie qui, pour l'instant, fonctionne quand même beaucoup sur la promesse de retour peut-être sur investissement, mais ça reste aussi assez théorique, quand bien même vous faites état d'une demande qui paraît pléthorique. Sur le sujet de se fournir des données, alors dans les premières années de l'AI générative, les modèles sont beaucoup entraînés sur de la notation humaine de gens qui donnent leurs préférences, etc. Et donc ça nous a permis, collectivement, d'arriver à un certain niveau de modèle qui arrive à engager des conversations, etc. Au fur et à mesure que la technologie s'est développée, on a eu besoin d'avoir des annotateurs de plus en plus qualifiés. Donc aujourd'hui, les annotateurs chez Mistral, c'est des gens qui ont des thèses. C'est des gens, on leur demande d'aller résoudre un problème de sécurité dans un répertoire de code. C'est des gens, on leur demande de résoudre des problèmes de physique des particules. C'est des gens, souvent c'est pas des gens, souvent c'est des environnements, c'est-à-dire qu'on a besoin de signaux qui sont pas des signaux humains, qui vont plutôt être des signaux d'environnement. C'est-à-dire que vous demandez à l'agent de développer de faire des modifications sur le code, et ensuite vous mettez ça dans un environnement qui va exécuter le code et qui va vous dire si le code fonctionne ou pas. Et donc ça fonctionne pour le code. Vous pouvez faire ça avec de la 3D, vous pouvez faire ça avec des fichiers Excel.
Donc en fait, le sujet, c'est pas tellement des annotateurs humains maintenant, c'est plutôt des gens qui vont, qui sont du coup des développeurs logiciels, qui vont créer des environnements qui peuvent ensuite être utilisés largement à l'échelle et donner du signal au modèle. Donc nous, notre sujet maintenant, c'est, pour revenir à votre sujet de distillation, c'est de distiller des environnements, de comprendre comment un environnement de code fonctionne, et de prendre ce signal et de le ramener vers le modèle. C'est-à-dire, vous avez un outil, mettons de simulation numérique, vous le faites tourner plein de fois, vous prenez la sortie de ce signal numérique et vous utilisez ça comme pour que le modèle comprenne un peu mieux la physique que vous êtes en train de simuler. Donc vous avez un sujet de ramener le signal de l'environnement vers le modèle, et donc c'est devenu beaucoup moins intense en travail, ce sujet-là. On a quitté ce champ-là, je dirais, en 2023-2024, et nous, dans la notation qu'on a pu faire, on a toujours travaillé avec des fournisseurs qui nous fournissaient des garanties sur le salaire des personnes, etc. Les États-Unis, l'Europe, globalement, comme on a besoin de travailleurs qualifiés et de travailleurs qui parlent un certain nombre de langues européennes en particulier, on est obligé d'aller plutôt en Europe. Ensuite, on a des activités en robotique où on travaille avec Madagascar, par exemple, et on a tout un cadre de travail pour faire en sorte que les gens soient bien rémunérés, etc. Donc ça, c'est sur ce sujet-là que je peux vous répondre. Sur le sujet de la politique, alors, pour vous dire, en fait, le modèle, vous lui posez une question, il répond comme il veut. Et donc, il y a un sujet un peu éditorial de ce que le modèle va vous répondre quand vous lui posez une question orientée. Donc nous, notre stratégie, c'est de faire en sorte qu'on suive les instructions et qu'on ait le moins de biais possible. Alors c'est un sujet scientifiquement technique, hein, on ne prétend pas d'ailleurs le résoudre complètement. Mais par exemple, donc ça, vous avez un sujet éditorial qui se pose vraiment quand vous faites des chatbots pour le grand public, donc c'est pas tellement notre sujet. En revanche, quand vous faites des systèmes qui vont écrire du code, exécuter du code, et ben, ils peuvent faire différents choix. Ils peuvent choisir différentes bibliothèques de code, ils peuvent choisir de faire des choix plus ou moins sécurisés. Et donc ce travail sur la sécurisation du code généré, par exemple, c'est un travail qu'on fait en permanence parce que nos clients nous demandent de le faire. Donc vous avez un vrai sujet de sécurité en fait, qui se pose à partir du moment où vos modèles sont utilisés pour pour prendre des actions irréversibles, exécuter du code, éventuellement actionner certaines chaînes logistiques, etc. Donc pour nous, c'est un sujet très important. On a une équipe qui fait que ça, qui fait de la sécurité et de la sûreté, et qu'on traite parce que nos clients demandent de le traiter. On le traite aussi en donnant des outils à nos clients pour que sur les applications qu'ils font, ils soient capables d'observer et de vérifier que ça fait bien ce qu'ils ont envie qu'elles fassent.